29 juillet 91, 29 juillet 2014, cela fait 24 ans que s'ouvraient les travaux de la conférence nationale souveraine. 24 ans après, qu'est-ce que l'on retient? On en parle dans cette édition. Et puis le syndicat national des agents des impôts met en exécution sa menace d'arrêt de travail de 72 heures à partir d'aujourd'hui. Le SNAI n'est pas du tout content du dernier arrêté signé par le ministre en charge de l'économie et des finances pour redéterminer les critères de répartition des subventions des États également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 29 juillet 2014. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, sanctionne ses membres qui se sont donnés à des actes totalement contraires à leur mission de membres de la Commission électorale nationale indépendante en recevant au sein même de la CENI des montants des partis politiques qu'ils représentent en sein de cette commission. C'est entre autres ce qui ressort du point de presse animé cet après-midi par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, un point de presse dans lequel les membres de la CENI, le président particulièrement, est revenu sur le chronogramme adopté par la plénière de la Commission électorale nationale indépendante pour les élections générales de 2016 dans notre pays. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Chebou Guisso et Souley Moumouni Barma. C'est pour apporter des précisions sur un certain nombre de questions relatives à l'organisation des futures échéances électorales que la Commission électorale nationale indépendante a tenu à animer ce point de presse. Il a été surtout question du chronogramme élaboré par consensus et accepté par l'ensemble des membres de la CENI dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois de la République. L'article 48 alinéa 3 de la Constitution dispose que le premier tour de l'élection en vue de l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 40 jours au plus avant la date du mandat du président en exercice. En vertu de l'arrêt du Conseil constitutionnel de transition du 1er avril 2011 proclamant les résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles, le mandat du président de la République élu pour 5 ans à compter du 2 avril 2011 à 0 heure prendra fin le 1er avril 2016 à 0 heure. Ceci implique simplement que les élections présidentielles premier tour doivent se tenir le 21 février 2016, c'est-à-dire 40 jours avant la fin du mandat, ou au plus grand tard le 1er mars 2016, c'est-à-dire 30 jours avant la fin du mandat. La CENI a opté pour la date du 21 février, c'est-à-dire 40 jours avant la fin du mandat. La date des élections locales a fait l'objet des débats ces 2 dernières semaines entre les acteurs de la scène politique. La CENI a justifié les raisons du choix de la date du 9 mai 2016 pour la tenue de ce scrutin. Le mandat des élus locaux prend fin en juin 2016. Selon le chronogramme qui nous a été proposé et qui commence par les locales, un autre argument, il faudrait tenir les locales le 13 décembre 2015, ce qui revient à écourter le mandat des élus locaux d'au moins 5 mois. La CENI a-t-elle le droit d'écourter le mandat des élus locaux? Vous me direz, bien entendu, non. Donc, en dehors de ces arguments d'ordre juridique que la CENI a développé, il y avait aussi des contraintes d'ordre technique et logistique. Le budget prévisionnel de la CENI a également été évoqué au cours de cette sortie médiatique de la CENI. Même si on n'a pas encore connaissance du montant alloué, ce budget sera financé à 50% par l'État du Niger et les 50% seront pris en charge par les partenaires techniques et financiers. S'agissant des derniers événements survenus à la CENI, des sanctions ont été infligées aux membres qui ont confondu leur mission à celle des partis politiques. Le secteur des finances de notre pays est paralysé depuis ce matin avec une grève de 72 heures entamée par les agents des impôts à l'appel de leur syndicat, le syndicat national des agents des impôts, le SNAI, qui proteste ainsi contre le dernier arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances qui réduit considérablement les ristournes accordées aux 10 agents, les agents donc des impôts. Le constat de ce premier jour de grève avec nos reporters Sadou Doumi et Assoumana China.
En ce premier jour de la grève de 72 heures entamée par le syndicat national des agents des impôts, les bureaux de la direction générale des impôts sont restés déserts. L'on notait seulement la présence des agents réquisitionnés. Un débrayage du SNAI pour protester contre la remise en cause des acquis de ces militants par le ministre des Finances. Il faudrait rappeler que par rapport au ristourne, nous avons le pourcentage que nous avons au niveau des régies financières que sont la douane et la DGI. Nous octroyons chacun de son côté 30% des ristournes que nous gagnons à l'administration centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'administration centrale des finances et le trésor ont 60%, la DGI a 70%, la douane a 70% de ce qu'ils font comme réalisation. Et aujourd'hui, on a changé le ministre des Finances. Nous avons pensé que ce ministre allait vraiment régler cette situation de manière adéquate. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'il a enfreint à la loi de la République, qui est la Constitution, à son article 19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a remis en cause les acquis des agents des impôts en les prenant de 70% et les ramener à 64%. Ce qui est une faute très grave, lourde de conséquences. Et c'est pour cette raison que nous avons interpellé le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne des mesures adéquates par rapport à ce ministre et ses acolytes qui ont violé allègrement la loi, qui ont violé agrément la loi en tout cas de la République. Nous pensons que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous allons arrêter le travail aujourd'hui. Nous sommes en suspension de travail de 3 jours. Inch'Allah, on va voir en tout cas les résultats à la fin de la grève de 3 jours que nous allons observer. Pour le SNAI, la remise en cause de ces acquis est une violation de la Constitution en son article 19. Il revient donc au président de la République de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, 29 juillet, c'est la date anniversaire du début des travaux de la Conférence nationale souveraine de notre pays. Les travaux se sont en effet déroulés du 29 juillet au 3 novembre 1991. C'était un grand rassemblement qui a débattu des problèmes majeurs de notre pays. C'était donc un tournant décisif dans la vie sociopolitique de notre pays. 24 ans après, donc, qu'est-ce que l'on retient de cet événement majeur de la vie politique et sociale de notre pays? Je propose de suivre à cet effet ce reportage signé Ali Sissé Ibrahim. Du 29 juillet au 3 novembre 1991 s'était déroulée la conférence nationale du Niger, l'une des plus longues au monde. Le Niger venait de sortir des mains d'un régime militaire des plus totalitaires. Avec la conférence nationale, l'espoir d'une vie meilleure était revenu dans les cœurs des Nigériens. Mais très vite, le désenchantement va prendre forme dans la population qui se retrouve avec une conférence qui se transforme en un grand tribunal de règlement de compte où le comique et la tragédie se disputaient la première place. Néanmoins, au sortir de cette grande messe, des acquis démocratiques fondamentaux seront engrangés, dont entre autres l'émergence des partis politiques, la consécration des libertés individuelles et collectives, l'établissement du vote transparent, socle de l'alternance démocratique. Cependant, 24 ans après, les hommes qui animaient la conférence nationale sont aujourd'hui au pouvoir. Et le constat est amer car le pays, plutôt que de progresser, ne fait au contraire que régresser dans la misère. Les Nigériens n'étaient pas préparés politiquement ni stratégiquement à cet événement qui avait cours sur toute l'Afrique. Cette conférence faisait en fait suite aux conférences nationales comme celle du Bénin ou celle du Mali qui étaient réussies. D'abord sur le plan du temps. Ce sont des conférences qui n'ont pas duré à peine une semaine, 15 jours. Au Niger, cela a traîné 3 mois. Et malheureusement, cela a consisté avant tout à vilipender les régimes ONI. C'était une espèce de vengeance. Donc il y avait du méli-mélo, des bagarres, des injures, des invectives. En fait, on n'arrivait pas à savoir où aller mener cette conférence parce que les partis qui se battaient pour être émergents, les nouveaux partis, avaient en fait en arrière-pensée occupé le poste. Donc l'objectif inavoué était « ôte-toi que je m'y mette ». Malheureusement, cela a abouti à un imbroglio incroyable. Un pays qui était en naufrage et qui avait la chance de se ressaisir n'a pas eu le geste salvateur qui consistait à choisir une équipe
une équipe de vrais nationalistes, des patriotes qui étaient imbibés de leur devoir sacré de redresser le pays sur des axes fondamentaux. L'éducation, l'économie, les finances, l'armée et tous les secteurs essentiels. Ainsi, avec le temps qui passe, le souvenir de la conférence nationale de 1991 s'estompe progressivement dans l'esprit des Nigériens. Les images télévisuelles de cette conférence sont devenues floues. Mais le grand regret qui subsiste chez beaucoup de Nigériens, c'est le fait d'avoir raté l'occasion révolutionnaire qu'était la conférence nationale de 1991 pour refonder totalement l'État du Niger. Voilà, et c'est justement pour refonder totalement le Niger que des acteurs majeurs de cette conférence nationale souveraine appellent aujourd'hui à l'organisation d'une nouvelle conférence nationale souveraine dans notre pays. Parmi ces acteurs, il y a l'Union des scolaires nigériens, USN, la structure estudiantine. Les dirigeants actuels de celle-ci donc estiment en effet qu'il faut une nouvelle conférence nationale souveraine dans notre pays. Je vous propose de suivre à cet effet un des membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Il a fallu à ce que l'USN combatte avec les autres associations, avec les autres syndicats pour que une conférence nationale et que la démocratie soit démise au Niger. Et la synthèse, ou je ne sais pas ce que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette conférence, de ce 24e anniversaire, que c'était, j'allais dire, un échec total, sincèrement, parce que en dehors du multipartisme, qui d'ailleurs, le multipartisme en tant que tel, nous a créé vraiment beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont créés, qui en réalité ne riment à rien, qui n'arrivent pas à trouver des solutions, qui minent la population, les problèmes sociaux qui vous voyez. Et nous savons que l'USN a fait un vrai combat. Et malheureusement, l'USN ne peut pas conduire la démocratie en tant que comme dirigeant de l'USN. Il ne peut pas être des acteurs politiques qui peuvent animer les actions du gouvernement, tout ça là. Mais nous savons que vraiment c'était vraiment un chaos, et nous pouvons dire qu'il faudrait qu'on repense encore de faire une autre conférence, parce que la première conférence n'a pas donné vraiment des fruits qu'il faut, n'a pas en tout cas donné de solutions aux problèmes qui au départ étaient posés. Et vous savez qu'il y avait eu 1204 participants, et à ces 1404 participants, nous devrons faire un bilan aujourd'hui, et qu'il y ait une autre conférence nationale. Vous savez que les problèmes continuent aujourd'hui, les revendications scolaires, des scolaires surtout, sont les mêmes, il n'y a pas eu de changement pratiquement, et c'est pratiquement les mêmes problèmes qui continuent, les problèmes sociaux, les problèmes des tablements, les problèmes des classes. Et je pense que après tout ça, là, nous devrons en tout cas aller vers une autre conférence nationale pour que cette fois-ci qu'il y ait un nouveau départ, un départ qui va vraiment nous aider. Et cette fois-ci, en tant que génération, en tout cas qui peut regarder de près les résolutions, les recommandations de la nouvelle conférence nationale. Les mêmes acteurs qui avaient animé la conférence nationale sont aujourd'hui aux commandes. Malheureusement, il n'y a pas eu de changement parce qu'il n'y a pas la volonté de changer. Quand vous regardez même les députés, les représentants de la nation, les représentants de la population, ils ne sont que les représentants en quelque sorte que des partis politiques ou des leaders de ces partis politiques qui malheureusement ne pensent pas à la population. Voilà, ce 24e anniversaire du début des travaux de la conférence nationale souveraine coïncide avec la publication d'un document intitulé « Le multipartisme et la démocratie sinusoïdale du Niger de 1946 à 2014 ». C'est une œuvre d'un des acteurs délégués à cette conférence nationale souveraine, à la personne de Sanoussi Tambari Jakou. Ce matin, il nous a présenté cette œuvre. Je vous propose de l'écouter. Je rends public ce livre solennellement en ce jour du 29 juillet de l'année 2015. Mais il y a une semaine déjà, je l'ai mis au marché. Et il a été organisé en 2 tomes. Ce livre a pour titre « Le multipartisme et la démocratie sinusoïdale au Niger de 1946 à 2014. » Puisque j'ai fini de l'écrire l'année dernière, en juillet 2014. Et depuis là, on déploie des efforts pour le faire saisir, pour le faire ceci, pour le faire cela. Et c'est seulement maintenant qu'il est sorti en 2 tomes.
Dans ce livre, j'ai pratiquement parcouru le chemin de la démocratie parcouru par notre pays. Et j'ai dit que la démocratie du Niger fut et est sinusoïdale. La sinusoïde en mathématiques est une courbe qui serpente et qui a des creux et des bosses régulières. D'ailleurs, la voilà approximativement dessinée sur la couverture du livre. Eh bien, la démocratie nigérienne est sinusoïdale. En tout cas, elle a fonctionné sinusoïdalement et elle est évidemment liée au multipartisme. Là, j'ai rappelé les conditions de l'instauration de la démocratie au Niger dans le cadre de l'administration coloniale. J'ai donc rappelé que nous avons eu ici au Niger, à partir de 1946, un parti politique qui s'appelait le PPN, lequel avait adhéré au Rassemblement démocratique africain organisé à Bamako en octobre 1946. Donc le premier parti, c'était le PPN-RDA, qui a d'ailleurs fait élire Jore Hamani en tant que député à l'Assemblée nationale française. Ça, c'est le premier tome dans lequel les événements ont été rappelés et analysés. Et dans le deuxième tome, il n'y a que des annexes. C'est-à-dire, il y a les textes fondamentaux de tous les partis politiques de l'époque et les principaux partis politiques de maintenant. Et il y a la liste de tous ceux qui furent quelque chose au Niger, et c'est ça qui est important. Voilà, c'était donc Sanoussi Tambari Jakou, auteur du document intitulé « Le multipartisme et la démocratie sinusoïdale dans notre pays du Niger », donc de 1946 à 2014. Nous allons toujours rester avec Sanoussi Tambari Jakou, qui était donc un acteur, un délégué à cette conférence nationale souveraine. Vous le savez, lors de la célébration du 20e anniversaire de l'ouverture des travaux de cette conférence nationale souveraine en 2011, le pouvoir a décidé de décréter la journée du 29 juillet comme journée nationale de la démocratie. Cette année, cette journée est presque passée inaperçue. En effet, aucune activité officielle n'a été organisée. Sanoussi Tambari Jakou, un des membres du comité qui a proposé l'institution de cette journée comme journée de la démocratie, ne comprend pas également pourquoi, ne comprend donc pas cette attitude du gouvernement. Je propose de l'écouter. En juillet 2011, nous avons organisé la célébration du 20e anniversaire de la conférence nationale. Nous avons donc organisé cela en relation avec le gouvernement, qui d'ailleurs avait contribué au financement de nos activités qui ont duré pratiquement un mois. À l'issue donc de nos travaux, un certain nombre de mesures ont été prises et la journée du 29 juillet a été retenue par décret comme la journée de la démocratie au Niger. La conférence nationale ayant été considérée comme l'occasion suprême de renforcer la démocratie et non pas de ramener la démocratie comme selon les habitudes gouvernementales à la veille d'une journée internationale ou nationale, il y a toujours le ministre compétent dans le domaine qui fait un discours sur les médias publics. Bon, je crois que si le ministre chargé de la démocratie n'a pas fait de discours hier, la veille du 29 juillet, peut-être bien qu'il le fera aujourd'hui. Il n'y a pas de recul dans notre processus démocratique. Il n'y en a pas. Mais il peut avoir une apparence de recul, ou il peut avoir une appréciation subjective qui fait de tout ce que nous vivons actuellement un recul par rapport à la conférence nationale. Il faut le dire, carrément, la conférence nationale a toujours eu des ennemis. Elle a eu des ennemis avant son organisation, au moment où elle luttait pour qu'elle se tienne. Elle a eu des ennemis au moment où elle s'est tenue. Elle en a eu après sa tenue et elle a continué à en avoir parce que la conférence nationale a été convoquée et organisée sur
le corps mourant d'un régime dont les tenants en ont toujours voulu à la conférence nationale et à ses acteurs. Et même maintenant, tu peux entendre certains d'entre eux, lorsqu'on leur rappelle la conférence nationale, ils disent « Oh, la conférence nationale fait une catastrophe. Oh, c'est la conférence nationale qui a gâté tout. Ah, le Niger a été tout gâté à partir de la conférence nationale. » C'est faux. Ils ont perdu leurs avantages à partir de la conférence nationale. Et ils en voudront toujours à la conférence nationale. Ce n'est pas la conférence nationale qui a dégradé ou détérioré la vie des Nigériens. Mais c'est les Nigériens eux-mêmes, leurs dirigeants et les institutions de Bretton Woods. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de ce 24e anniversaire du début des travaux de la conférence nationale souveraine de notre pays. C'était donc le 29 juillet 1991. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N, en collaboration avec la Banque mondiale et le projet de développement des exportations des produits agro-silvopastoraux, Prodex, organise depuis ce matin un atelier national sur la formulation du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques. Le compte rendu de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Adamou Sirfo. Cet atelier national a réuni une centaine de participants du Niger et des partenaires extérieurs en vue de préparer le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques. Un projet du gouvernement nigérien auquel la Banque mondiale apporte son soutien financier dans le seul but d'accroître la productivité agricole au Niger. Cet atelier de préparation du nouveau projet intervient à un moment crucial, je dirais même exceptionnel, pour la mise en œuvre de l'initiative 3N, un des programmes majeurs du président de la République du Niger, son Excellence, M. Elhaji Mohamedou Issifou. En janvier 2013, déjà, avec l'appui de la Banque mondiale, une première analyse des facteurs de risque agricole au Niger a permis de confirmer et d'hiérarchiser les principaux risques que le secteur agricole du Niger connaît. Et parmi ces risques, nous pouvons citer les sécheresses récurrentes, les invasions acriennes et les inondations et d'autres maladies animales. De cette étude appuyée par la Banque mondiale, un plan d'action pour la gestion des principaux risques agricoles pour 2014-2023 est élaboré et partagé de façon inclusive en juin 2014. Ce paquet décennal a retenu des actions multiformes, mais aussi opérationnelles au niveau de chacune des solutions majeures proposées dans la prévention, l'attention ou l'adaptation aux risques agricoles ou leurs effets. Pour la réussite de ce projet, la Banque mondiale n'est pas restée en marge en le finançant d'un montant prévisionnel de 111 millions de dollars US. Cette nouvelle opération d'un montant de 111 millions de dollars visera à améliorer des situations que le Niger juge comme prioritaires, à savoir la productivité agricole, la contribution à la résilience des communautés et des systèmes agro-silvopastoraux face au risque de sécheresse et séquestration de carbone. Le PASEC s'inscrit donc résolument dans le cadre de l'agriculture intelligente face au climat, dont le Niger est des pays champions en tant que membre fondateur de l'Alliance. Aussi, bien au niveau global qu'au niveau ouest africain, de façon très concrète, il complétera nos interventions dans le secteur agricole dans une optique de réalisation des contributions à l'éradication de l'extrême pauvreté et de promotion de la prospérité partagée, une vision du groupe de la Banque mondiale à laquelle souscrit les autorités du pays. Avec pour finalité majeure d'appuyer de façon inclusive et totale la formulation de ce nouveau projet, cet atelier de préparation du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques s'étalera sur 3 jours. Les étudiants en fin de formation à l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC ont débuté les soutenances de leur mémoire de fin de cycle. Ce matin, au niveau de l'Institut, ils sont au nombre de 73 à passer devant les différents jurys constitués à cet effet. Biba Dangoringo et Aboubakar Souley.
Après 3 années d'études, les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC présentent leur mémoire de fin d'études professionnelles. Ils sont au total 113 à se présenter devant les jurys. Après délibération, les candidats livrent leurs sentiments. Le sentiment, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous sommes très contents et nous voilà aussi devant vous. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous remercions l'ensemble des jurys et l'administration de l'IFTIC, les corps professionnels et l'ensemble des journalistes aussi qui sont présents et aussi nos parents qui sont présents aujourd'hui à cette cérémonie. Vraiment très satisfait. 13-25, c'est vraiment très satisfait. C'est une satisfaction totale pour nous. Inch'Allah, l'année prochaine, c'est la production et réalisation. Inch'Allah, aussi à l'IFTIC. Bon, dédié cette mémoire à... Bon, c'est un diplôme à mes parents, à mes collègues de travail, à l'ensemble des professeurs de l'IFTIC et aussi à l'administration de l'IFTIC. C'est vraiment un jour inoubliable pour moi, le jour de ma soutenance. Vraiment, je suis très heureuse, vraiment, je suis très contente. Notre groupe est composé de 8 personnes. Donc, on a eu une moyenne de 13,50. Donc, vraiment, je suis très contente et je compte vraiment revenir l'année prochaine, Inch'Allah. Ces soutenances sont organisées par l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC chaque année à la fin des formations. Le directeur des études explique. Donc, dans l'ensemble, en tout cas, depuis ce matin, tout se passe très bien. Et pour la simple raison que nous sommes très bien préparés. Et cette année aussi, nous avons essayé de revoir les critères de notation pour donner à la partie pratique un coefficient de 5, à 2 sur 100. Le document écrit un coefficient de 2 et la soutenance elle-même un coefficient de 1. Donc il y a un coefficient de 8 pour chaque réalisation présentée et défendue. Donc si l'étudiant présente très bien, si l'étudiant a réalisé un bon film, il va s'en sortir. Les soutenances qui ont commencé ce 29 juillet vont se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2015. Bonne chance donc à tous ces candidats. La 25e édition de la colonie des vacances organisée par les organismes chargés de la sécurité sociale de plusieurs pays de la sous-région a été officiellement lancée hier par le gouverneur de la région de Niamey, ici même à Niamey donc, organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale avec ses consoeurs donc de plusieurs pays de la sous-région. Cet événement regroupe des enfants du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Halidou Bourema et Assoumana China pour le compte rendu. La colonie de vacances interorganisme de sécurité sociale est à sa 25e édition et c'est le Niger qui accueille ces cadres d'échange et de partage qui regroupent 250 enfants âgés de 9 ans à 13 ans du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le thème retenu est colonie de vacances et culture de la paix. Permettez-moi, au nom de l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger et à mon nom propre, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux délégations des pays frères et amis du Bénin, du Burkina Faso et du Mali. Je demanderai à toutes ces délégations de considérer qu'elles sont chez elles et de bien vouloir tolérer les quelques imperfections qu'elles auront probablement à relever dans l'organisation de cet important événement, car comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite par essence. Ce thème nous interpelle tous. En effet, il nous invite à l'effort de répondre à cette importante question. Comment assurer efficacement et durablement la promotion et le triomphe de la culture de la paix dans un monde de plus en plus dominé par des actes d'intolérance, de violence et de terreur aveugle et gratuite, inspirés par une idéologie extrémiste, obscurantiste et rétrograde, et dont les principales victimes sont les enfants. Ainsi, pendant 2 bonnes semaines, ces enfants venus d'horizons divers vont faire connaissance entre eux, développeront des valeurs de la vie en communauté, découvriront de nouveaux milieux, de nouvelles réalités
et connaîtront de nouvelles expériences, sources d'enrichissement personnel et collectif. En lançant les activités de cette colonie de vacances, le gouverneur de la région de Niamey s'est aussi appesanti sur l'importance du thème choisi. Ce thème qui cadre parfaitement avec la réalité du moment de notre sous-région a été retenu pour sensibiliser et informer les enfants sur les avantages inestimables de la paix pour garantir l'épanouissement individuel et collectif. Peut-on imaginer un seul instant un enfant évolue dans un environnement non sécurisé? Les faits brûlants dans certains de nos pays nous en donnent la réponse. En effet, de très jeunes enfants sont employés, malgré eux, par des adultes illuminés pour aller commettre aveuglément des attentats suicides pour décimer un grand nombre de personnes, parfois y compris leurs propres parents, sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme eux. Cette pratique, on ne peut plus barbare, qui s'installe progressivement dans notre espace, menace fortement la liberté de penser et de se déplacer en toute quiétude, entravant par là même les échanges entre les populations et surtout entre les enfants. Non. Refusons cette culture de terreur que l'on veut nous imposer par la violence pour promouvoir une culture de la paix plus à même de permettre notre épanouissement à tous. Cette colonie de vacances prendra fin le 8 août prochain. Elle est une occasion pour l'épanouissement de la jeunesse des pays respectifs et permet également de tisser des liens entre les institutions de sécurité sociale. Enfin, le concours Goni Dagakarkara organisé par le programme Paix à travers le développement. La deuxième phase de ce programme Paix à travers le développement, donc financé par l'USAID, un concours destiné aux 32 radios communautaires et privés partenaires de ce programme. Le dit concours donc a pris fin. La remise des prix aux lauréats a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Soumela Abdoulaye et Nafissa Zakou. C'est dans le cadre de renforcer les capacités des radios communautaires et privées en matière de production radiophonique que l'USAID PDF2 a organisé pour la 4e fois le concours Goni de Karkara, dont la remise de prix aux lauréats est l'objet de cette cérémonie. Occasion pour le responsable média PDF2 de revenir sur le choix du 29 juillet comme date pour organiser cette cérémonie. Nous sommes le 29 juillet 2015, c'est la date anniversaire de la tenue de la conférence nationale. C'est pas fortuit le choix de cette date, puisque depuis l'avènement des autorités de la 7e République, cette date est devenue une journée pour la démocratie. Et nous mettons à profit au niveau du PDF, qui est fait à travers le développement, cette occasion pour remettre les distinctions, les prix aux meilleures radios qui ont participé à ce concours qui est, je le rappelle, dans sa 4e édition. Je voudrais rappeler que ce concours vise comme objectif de renforcer les capacités des radios privées communautaires qui sont des radios partenaires du PDF. Le PDF, le programme Paix à travers le développement, financé par l'USAID, appuie ces radios qui sont au nombre de 33 radios partenaires pour la diffusion et le travail sur l'extrémisme violent, la résilience des communautés face à l'extrémisme violent. Pour cette 4e édition, 21 radios dont 13 privées et 8 communautaires ont participé à ce concours qui a porté sur le thème « Lutte contre l'extrémisme violent ». 10 organes ont été primés. Pour les 10 radios primées, 5 radios privées et 5 radios communautaires. Alors, pour les radios privées, je vous donne tout de suite lecture de ces radios primées. Il s'agit de catégorie radio privée. Première radio, Radio Sahara d'Agadez, avec une note de 14,40 sur 20. Catégorie radio communautaire. Première radio primée, Radio Anouri de Mayaï, avec la note de 14,84 sur 20. À travers ce concours, les organisateurs voudraient encourager les producteurs à produire plus des œuvres de qualité. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.